Chers amis, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Plus d'éléments, l'émission de la revue des idées pour la civilisation européenne. Je me permets de vous souhaiter une bonne année, tous mes voeux de santé et de prospérité, comme on dit en Asie. Alors, pour présenter ce numéro février-mars 2025 de notre revue, j'ai le plaisir d'être accompagné par Daoud Bourrezala. Bien connu maintenant, vous êtes un habitué de ce plateau, cher Daoud. Xavier Aimant, pas pour la première fois, mais ça fait bien longtemps qu'on ne vous avait pas vu. C'est pour la première fois. C'est pour la première fois. Alors, bienvenue, vous êtes le rédacteur en chef de notre revue. Vous êtes aussi rédacteur en chef, je crois, d'une excellente revue littéraire qui s'appelle Livre Arbitre. Tout à fait. On ne se lâche jamais de saluer Livre Arbitre. Christophe André Maxime. Cher Christophe, bonjour, un habitué et bien connu de nos téléspectateurs, et notre directeur artistique, Patrick Luzinski. Alors, je montre la une de ce numéro, le retour des dieux. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'Élément publie un livre, enfin pas un livre, pardon, excusez-moi, dont la une c'est le retour des dieux, enquête sur le renouveau païen en Europe. Alors j'ignorais qu'il y avait un renouveau païen en Europe, j'ignorais qu'il y avait notamment, alors vous verrez dans les articles, il y a une enquête sur ce renouveau païen, notamment dans les pays baltes. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce dossier, ça, Xavier Aimant ? Oui, bien sûr. Alors le paganisme, ça fait partie du corpus de la revue Éléments, ça fait partie de l'ADN de la Nouvelle Droite. On en parle régulièrement dans nos colonnes, mais ça faisait en effet un certain temps qu'on n'avait pas consacré véritablement un dossier à ce sujet, et donc c'est pourquoi on l'a fait dans ce numéro 212, parce qu'on voulait revenir déjà sur ce qu'est le paganisme. C'est en effet quelque chose qui n'est pas forcément évident pour le grand public, et on voulait le faire aussi sous un angle à la fois historique, intellectuel, comme on l'a souvent fait, mais aussi du point de vue d'une certaine actualité, c'est-à-dire en faisant un panorama de ce qu'est le paganisme vivant, vécu aujourd'hui, en ce début d'année 2025. Donc on a fait une enquête un peu sur les différentes obédiences païennes, parce qu'évidemment le paganisme est multiple, hein, il revêt différentes formes, très différentes, hein, que ce soit si on parle de la religion romaine, antique romaine, ou si on parle du paganisme nordique, c'est évidemment pas du tout la même chose. Donc on fait un panorama comme ça à travers l'Europe des différentes associations cultuelles qui portent ce paganisme. Et en effet, on s'est rendu compte au fil de notre travail sur ce sujet que la zone géographique où ce paganisme est le plus vivant, ou en tout cas il connaît un indéniable renouveau, c'est à l'est de l'Europe. C'est à l'est de l'Europe, et notamment dans les pays baltes. Ce qui est d'ailleurs explicable, puisque les pays baltes ont été les derniers pays convertis au christianisme. Oui, donc, il y a évidemment des explications historiques assez claires, et donc on a fait un focus en effet sur cet paganisme d'Europe de l'Est, qui est en effet assez intéressant, parce que ce sont des religions, on va dire, indigènes ou autochtones, qui ont été longtemps persécutées, interdites par les régimes communistes et sous l'Empire soviétique, et qui, depuis la chute de l'Empire soviétique, renaissent peu à peu, notamment auprès de la jeunesse. Il y a une jeunesse dans ces pays-là qui s'intéresse à ces religions autochtones, qui redécouvre ces rites ancestraux. Et donc c'est tout cela qu'on a voulu mettre en lumière dans ce numéro, sur un thème en effet qui est cher à notre revue. Qui est cher à notre revue. Question à poser, il faut rappeler aussi qu'Alain de Benoît signe un texte un peu d'introduction qui s'appelle « Réenchanter le monde », qui est un texte, on va dire, plus philosophique, sur qu'est-ce que le paganisme et qu'est-ce que l'esprit païen. Vous êtes catholique, je crois, Xavier Aimant, la revue est très diverse spirituellement. Est-ce que vous pensez qu'un chrétien peut regarder avec une certaine amitié l'esprit païen? Parce qu'on oppose parfois d'ailleurs le paganisme au christianisme. Bien sûr. Le christianisme européen est mêlé oui, les deux sont très largement imbriqués. Moi, j'ai eu la charge de ce dossier en n'étant en effet pas spirituellement païen, justement pour avoir peut-être un peu un regard aussi extérieur, un regard un peu aussi béotien d'une certaine façon. Et j'ai trouvé ça tout à fait intéressant, même en tant que catholique, parce que c'est évidemment, ce paganisme est une partie de notre identité européenne. C'est une partie de notre histoire qu'on ne peut pas négliger, et qui a nourri
le christianisme de ses débuts, même assez tardivement. Donc moi je n'y vois pas du tout d'opposition. Je ne suis pas sensible spirituellement ou religieusement au paganisme, mais j'ai un grand intérêt pour ce travail que nous avons réalisé d'un point de vue en effet identitaire, historique et même philosophique. Et d'ailleurs le texte d'introduction d'Alain de Benoist qui est lumineux, comme dirait François Bousquet, comme très souvent chez Alain de Benoist, montre bien tout ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans cette approche spirituelle, et notamment en quoi elle peut apparaître à certains comme une réponse au nihilisme ambiant, en effet au désenchantement du monde, au fait que le matérialisme s'est imposé de façon totalitaire sur nos sociétés et qui explique qu'on recherche du sacré, on recherche un retour à une certaine spiritualité et parfois par ces voies qui sont celles de, on va dire, religion ancestrale ou antique. Centralité de la beauté, d'ailleurs, nous dit Alain de Benoist dans l'esprit païen. Citons d'ailleurs le père jésuite Jean Danielou qui expliquait que l'antique religion de l'Europe était le paganisme et que le christianisme était tout autre chose, n'était pas tout à fait une religion, mais selon le père Danielou, évidemment, davantage qu'une religion. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur le dossier paganisme ? Le retour, ce qui est intéressant dans tous ces pays de l'Est, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que ce qui pousse à avoir des églises païennes, c'est l'identité. La grande différence qu'il y a, c'est que le paganisme n'est pas pareil en France comme il l'est dans les pays de l'Est, etc. En fait, il n'y a pas quelque chose qui unit tous ces peuples-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est un retour on dit le retour des dieux, mais c'est le retour aux identités qu'on est en train de voir. Et le gros souci avec les religions monothéistes, c'est que l'identité est un peu aujourd'hui évacuée. On a une identité, que ce soit chez les musulmans, les juifs ou chez les chrétiens. Donc ce retour, on s'aperçoit que dans les pays baltes, ça représente parfois un tiers de la population qui se sent proche de cette... qui est reconnu d'ailleurs par l'État. Qui est reconnu par l'État. Dans certains pays. Dans certains pays. Daoud. Il y a un très bel article de Guillaume Travers dans ce dossier, un article dont la valeur excède largement la longueur, sur l'Albanie d'Ismaël Kadare, ce monde de mythes ancestraux, de droits coutumiers qu'on appelle le Kanoun. Et ça m'a bizarrement, le fait de ressusciter un petit peu toute cette mystique de l'honneur, notamment à travers deux ouvrages, le dossier H, par rapport à l'épopée homérique et qui a ramené du Rutine qui est très ancré dans les mythes profonds de la société albanaise. Bizarrement, l'Albanie d'Enver Hoxha, qui, faut-il le rappeler, avait aboli officiellement toute religion. Je crois que c'est le seul pays au monde à avoir fait. Ça m'a ramené vers notre France et vers une phrase, puisque j'ai l'esprit d'escalier, que j'ai entendu dans la bouche de Riss de Charlie Hebdo récemment, qui disait le projet de Charlie Hebdo, c'est une société sans mythes. Mais il ne peut pas y avoir de société qui tient sans mythe. D'ailleurs, cette illusion est peut-être un mythe moderne, c'est peut-être le bout du bout de la modernité. Et d'ailleurs, les pauvres ont été rappelés au réel par des gens qui croient à d'autres mythes, un monothéisme pour le coup assez fermé. Et voilà, je recommande à tous la beauté de cet article très touchant, Guillaume. Très bel article, en effet, sur le regretté Kadare, qui est mort il y a quelques années. Non, il y a quelques mois. Il y a quelques mois, qui est une œuvre admirable, d'ailleurs. Oui. Et alors, voilà, au retour des dieux, on pourrait passer des heures à parler de paganisme. Ça rejoint un peu tout le travail qu'avait fait Patrick Buisson sur la fin du catholicisme, en expliquant que la fin des saints, la fin des pardons, etc., petit à petit, qui avait été mise en place par l'Église catholique, avait fait disparaître, la spiritualité en France. Et ce retour va dans le même sens. Le christianisme, effectivement, c'est ce que disait Xavier Aimant, c'est énormément basé dans les pays qu'il a conquis sur les anciennes religions. Sur la culture paysanne, paysanne. En revenir à l'étymologie du terme païen, qui est pagus, paysan. Alors, nous allons passer de la religion ancestrale de l'Europe à la France-Afrique, mon cher. On fait un peu du coq à l'âne, mais la France-Afrique. Alors, quand on prononce ce mot, ça inspire beaucoup de fantasmes. Que ce soit la France-Afrique, on le connaît peu. On a deux tendances d'ailleurs, soit c'est l'abomination de la désolitisation pour une certaine gauche, soit on revendique à droite parfois contre la repentance coloniale, cette France-Afrique. Alors vous avez fait un entretien avec Stephen Smith, que peut-être que nos téléspectateurs connaissent, puisqu'il avait
écrit il y a quelques années un livre, La Grande Ruée vers l'Europe. La Ruée vers l'Europe. Et là, il publie un livre dont je vais rappeler le titre, qui est Afrique, conquête et retraite de l'armée française. Alors, donc, grand titre est Requiem pour la coloniale. Requiem pour la coloniale, exactement. Alors, la coloniale, on connaît par les films et par les chansons aussi ce que ça représentait. Et alors, il a une vue assez équilibrée, direz-vous, sur l'histoire de cette France-Afrique, cette implication importante de l'armée en Afrique. Et d'ailleurs, c'est le premier à me corriger, Stephen Smith, lorsque moi aussi j'étais tenté d'utiliser ce terme de France-Afrique qui est connoté, puisque France-Afrique, ça désigne pas l'histoire longue des relations entre la France et l'Afrique, mais c'est grosso modo quelqu'un qui a été reçu ici sur TVL, notamment Robert Bourgi, je crois. Enfin, toutes les histoires de valises de billets, les magouilles, Focard, le gaullisme et Bob Denard, les mercenaires, etc. Ça commencerait à la fin de la colonisation. Voilà, c'est ça, Mais Stephen Smith, c'est une espèce de centriste de la relation entre la France et l'Afrique, où il rejette en fait deux manichéismes. Celui qui serait plutôt décolonial, qui verrait finalement une simple spoliation au profit de la métropole, et puis ensuite, puisque ces pays sont quand même indépendants depuis 1960, certains ont tendance à l'oublier, parfois eux-mêmes aussi, et puis ensuite une espèce de passif postcolonial qui reviendrait sans arrêt. Et puis l'autre écueil qui est un petit peu de dire, voilà, le temps glorieux des colonies, en oubliant les aspects un peu plus sombres de la colonisation. Or, évidemment, il y a les deux. Comme le Bernard Lugan le rappelle régulièrement, il y a une œuvre extraordinaire de la France, notamment en termes de santé publique, de routes, d'infrastructures. Il y a aussi eu des épisodes moins glorieux, avec des affrontements. Et d'ailleurs, là où la réalité nous pousse à déconstruire un certain nombre de mythes manichéens, c'est que souvent, à la demande même de certains pouvoirs, comme au Cameroun, il y a eu un écrasement, une répression après l'indépendance, menée à la demande du pouvoir contre une guérilla, par exemple, maoïste. Et ça a été. Donc là, les responsabilités sont partagées. Je ne dis pas ça pour exonérer les gouvernants français. Voilà. Or, en fait, le paradoxe de Stephen Smith qui relève aujourd'hui, c'est que l'influence française en Afrique et singulièrement de son armée se réduit comme peau de chagrin. On l'a vu avec les départs précipités, la queue entre les jambes de plusieurs pays d'Afrique au profit de la Chine ou d'Africa Corps, de la Russie. Mais en fait, moins la France est puissante en Afrique, plus elle est conspuée. C'est une espèce de... Je ne sais pas si c'est une loi darwinienne, c'est-à-dire qu'on s'en prend à un animal blessé. Mais donc c'est ce paradoxe-là, en fait, qui relève avec un certain chagrin aussi, parce qu'il y a les tontons moustiques, il y a un passé aussi à rappeler qui est positif. Dans ce passé, quand il évoque ce passé, il montre aussi la centralité de l'armée. Ça m'a étonné. Au fond, l'armée a déterminé en partie la présence française en Afrique. Oui. Elle n'est pas venue en aide aux expatriés, mais c'est elle qui a fait venir les expatriés. Au fond, c'est l'armée qui a guidé cette politique, le militaire. En fait, après, on pourrait le prendre sous différents aspects. Bernard Lugan, là aussi, est assez éclairant entre, d'un côté, la France républicaine et puis un courant plus monarchiste, enfin, toute la force un peu refoulée qui s'est investie dans l'armée. Et il y a aussi une approche plus réaliste aussi, parfois, que les gouvernants. On a en tête les vieilles phrases de Jules Ferry ou d'autres sur les peuples à coloniser qui avait notamment affligé des gens comme Clémenceau, et souvent l'armée a été contrainte au réalisme, avec un certain, qui est obligé de s'acclimater. C'est pas simplement des gens qui fomentent des coups d'État pour ou contre Bokassa. Il y a une histoire très complexe qui est vraiment imbriquée dans les sociétés africaines, en fait. Alors il a quand même une vision assez dure quand même de la présence africaine en Afrique. Il parle à son propos de délit d'initié permanent. À partir des années 60, après les indépendances, au fond, la France est restée très présente. Et comme si, d'ailleurs, les nouvelles souverainetés africaines étaient des souverainetés limitées, un peu comme certains pays de l'Est dans le bloc soviétique. Oui, alors c'est un peu plus compliqué que ça, parce que là aussi, je titille un peu Stephen Smith sur ce terrain. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quoi que fasse la France, elle a tort. Elle va intervenir à la demande d'un pouvoir. Par exemple, en 2013, le Mali, qui était directement menacé par une offensive de djihadistes, on dénonce un droit d'ingérence. Si elle n'intervenait pas comme au Rwanda, ou qu'elle intervenait à moitié, on dénonce la passivité, voire sa complicité dans les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Pour revenir au contrat qui a été signé en 1960, en fait, entre les anciennes colonies et la métropole, c'est que
Bon, il y a un secret de Polichinelle, c'est qu'il n'avait vraisemblablement pas les moyens, pour tout un tas de raisons économiques, mais même culturelles ou sociologiques, de construire un État digne de ce nom du jour au lendemain. Et malheureusement, c'est encore vrai dans un certain nombre de régions comme le Sahel. On le voit avec les conséquences que ça a, notamment sur la gestion du djihadisme. Donc il y avait l'idée, on vous fournit les coopérants, voilà, la fameuse politique de coopération qui est plus ou moins la continuité de politique qui avait cours sur la colonisation. Vous avez l'indépendance et voilà, il y a cet échange de bons procédés qui a marché un temps, qui ne marche plus. Aujourd'hui, on est plutôt dans une ère de revendications souverainistes, d'ailleurs légitimes, hein, avec un fond anti-français souvent démagogique, puisqu'on s'en prend un ennemi qui est en fait déjà exsangue. Et le délit d'initié permanent, c'est aussi dit, il faut aussi relever la responsabilité de l'Europe et des Nations Unies, puisque les institutions internationales sont bien contentes de compter sur l'armée française quand il s'agit d'intervenir en Afrique, par exemple pour repousser les djihadistes, des opérations de maintien de la paix. Je peux vous dire qu'on ne se bouscule pas au portillon pour envoyer des troupes. Il y avait une demande des Américains aussi à l'époque. C'était la guerre froide. Oui, c'était la guerre froide. C'est vrai qu'on peut pas faire abstraction du contexte. Oui. On pouvait quelque part se réjouir du reflux français d'une certaine façon si c'était au profit, comme ça a été évoqué, d'une souveraineté africaine. C'est-à-dire des États qui reprennent leur destin en main, qui aspirent à l'autonomie et à l'indépendance. On ne peut, de notre point de vue, voir ça que d'un bon œil. Mais malheureusement, on se rend bien compte que c'est pas le cas, puisque, comme vous l'avez dit, ce reflux français, il se fait au profit d'autres puissances, on va dire, impérialistes. Et je suis pas sûr que nos amis africains gagnent au change entre les relations qu'ils pouvaient avoir avec la France et celles qu'ils risquent d'avoir avec la Chine ou la Russie. Donc en fait, c'est même pas une véritable libération nationale. La Turquie aujourd'hui. D'ailleurs, c'est aussi une arme de soft power. Je me souviens de médias russes, y compris en France, qui tapaient à boulet rouge sur la politique néocolonialiste, entre guillemets, de la France en Afrique. Il ne faut pas se leurrer. Le discours idéologique, y compris wokiste, il peut faire l'affaire de gens qui ne sont pas seulement des universitaires gauchistes, mais le Parti communiste chinois ou le pouvoir russe. Le formatage continue, mon cher Xavier. Quelle transition, évidemment, mais j'avais votre livre qui vient de paraître aux éditions de la Nouvelle Librairie, préfacé par Claude Cholet, l'indispensable Claude Cholet, directeur, guide suprême, vous l'appelez, je crois, dans un entretien récent de Logim. Alors, formatage continue, je le montre. Vous êtes déjà intervenu, d'ailleurs, pour parler de ce livre sur TV Liberté, dans l'émission de Jean-Yves Le Gallou, me semble-t-il. Formatage continu, Tour de France des 14 principales écoles de journalisme. Vous avez donc fait ce Tour de France et ces 14 écoles de journalisme, vous avez découvert qu'au fond, elles disaient les mêmes choses, elles formaient les mêmes petits soldats de la bien-pensance, en quelque sorte. Oui, voilà, vous avez tout à fait bien conclu et bien lu l'ouvrage. Oui, alors on a voulu s'intéresser en effet au recrutement, à la formation des journalistes, pour essayer de comprendre cette espèce de blocos idéologique qu'on peut observer dans les médias dominants et qui n'évolue pas, qui ne bouge pas, quelles que soient les transformations de la société, quels que soient les résultats électoraux, quels que soient les mouvements d'opinion. La doxa intellectuelle et idéologique des journalistes ne bouge pas, donc on s'est dit ça doit peut-être venir de leur formation, et c'est pour ça qu'on allait regarder un peu du côté des écoles de journalisme, et donc des 14 qui sont reconnues par la profession, donc celles qui sont censées être les plus sérieuses et les plus prestigieuses. Et en effet, on a fait ce constat. On va pas dire que c'était une surprise, mais on a pu le vérifier et l'argumenter et le documenter sur l'extrême conformisme, c'est le bourrage de crâne idéologique, la surveillance politique qui règne dans ces écoles. Oui, et même des élèves qui sont obligés de pratiquer la taquilla, pour reprendre un terme islamique, pour ne pas montrer qu'ils sont vraiment de droite, en quelque sorte. Très clairement, si vous entrez dans une de ces écoles et que vous ne partagez pas, on va dire, le pot commun libéral-libertaire, vous avez deux choix, soit quitter l'école au bout de 6 mois parce que la vie est insupportable, que vous êtes dénoncé par vos petits camarades, persécuté par vos professeurs, ou alors en effet faire profil bas et tricher, c'est-à-dire écrire et parler contre vos idées pour espérer que votre cursus scolaire se passe bien et que vous puissiez
obtenir un poste à l'issue de celui-ci. C'est ce qu'avait fait Laurent Berton, je crois. Oui, Laurent Berton, qui a été élève à l'ESJ Lille, qui est un des parangons de ce formatage idéologique, et qui en effet expliquait qu'il avait dû se taire et puis attendre que ça passe, serrer les dents pour ensuite faire autre chose. Mais c'est tout à fait, c'est quand même tout à fait impressionnant. Comme je l'ai dit, c'est pas une surprise, mais à ce point-là, avec ce degré d'endogamie idéologique, vous avez que des professeurs issus ou des intervenants issus de la presse, au mieux de centre, voilà, c'est ça, du centre gauche jusqu'à l'extrême gauche, mais même la gauche la plus extrême, c'est-à-dire des représentants de street press, par exemple, qui est quand même un organe qui est un pur organe de délation, de délation politique, et qui sont présentés comme des exemples à suivre. Et vous avez en effet l'interdiction quasiment absolue de faire des stages dans des journaux qui ne sont pas conformes le Figaro à est la quasiment ligne. Considéré comme le Figaro, je pense qu'on est déjà très loin, oui. puisque même Famille Chrétienne est considérée comme un brûlot d'extrême droite. Donc vous voyez que la marge est assez réduite pour les gens qui veulent faire sortir un petit peu des sentiers battus. Donc c'était une petite enquête pour mettre ça au grand jour. Donc alors notons que comme d'habitude, mais ça ne nous étonne pas, il y a une forte endogamie sociale, c'est-à-dire ces gens qui ont à la bouche la diversité, l'amour de l'autre, en fait, se ressemblent tous et viennent tous du même milieu social, c'est-à-dire de la bonne bourgeoisie intellectuelle. Voilà, essentiellement, majoritairement. Il y a des petites tentatives, évidemment, comme c'est très à la mode, pour créer ce qu'on appelle de la diversité, en essayant de mettre des formules d'accès ou d'entrée favorisant une relative diversité sociale, mais dans les faits, c'est encore très, très marginal. Et sinon, oui, dans ce qu'on a pu constater, dans les témoignages qu'on a pu avoir, c'est évidemment des écoles qui accueillent essentiellement des fils de bourgeois des centres-villes, quoi. Donc qui arrivent déjà avec un bagage idéologique déjà formaté, qui sont allés dans les mêmes établissements scolaires, qui ont fréquenté les mêmes lieux de villégiature pour leurs vacances, etc., et qui sont déjà persuadés d'être une caste, une élite qui a pour fonction d'élever et d'éduquer moralement le bon peuple qui a la mauvaise habitude de ne pas penser comme il le voudrait. Alors comment en sortir ? Parce que essayer de créer des alternatives, des écoles qui ne soient pas justement, qui refusent ce formatage, est-ce possible ? Je sais qu'il y a une école vaguement libérale-conservatrice qui s'est créée. Oui. Il y a déjà une pétition en ligne, il me semble. Oui, il y a un consortium de milliardaires qui est avec Monsieur Bolloré, notamment parmi eux, qui a racheté l'ESJ Paris, qui est une vieille école de journalisme, pour essayer de la relancer, et en effet sous une optique qui semble être plutôt libérale conservatrice, si tant est que ce terme ait un sens. Donc ça va mettre un tout petit peu de diversité, mais c'est une école sur des dizaines, mais ça suscite déjà beaucoup d'émoi dans les autres écoles de journalisme, ce qui ne manque pas de sel, c'est-à-dire qu'en fait, un formatage, ça va, mais surtout pas de formatage d'un autre style pour la formation. Créer des nouvelles écoles avec une autre optique, c'est évidemment une solution, mais on sait que ça coûte cher, on sait que c'est difficile à mettre en œuvre, et puis le risque, c'est en fait de remplacer un formatage par un autre. La réaction est contaminée par ce à quoi elle réagit. Donc, est-ce que c'est une meilleure solution ? C'est peut-être déjà quand même quelque chose, parce que ça permet quand même au moins qu'il y ait un autre son de cloche qui sonne parmi ces écoles, mais c'est pas la solution ultime. Des solutions, il y en a. Il y a se passer des écoles de journalisme, parce qu'on peut faire du journalisme sans passer par les écoles. L'histoire du journalisme n'a pas attendu la création des écoles de journalisme pour exister, pour avoir ses heures les plus glorieuses et les plus fastes. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit indispensable de passer par une école de journalisme pour être journaliste. Merci. Je rappelle votre livre, Formatage continu, Tour de France des 14 principales école de journalisme, par notre ami Xavier Aimant. Je me tourne dans les minutes qui nous restent vers notre ami Christophe Lafosse. Vous avez écrit de merveilleuses pages sur Marc Bloch. Oui, Marc Bloch qui, en général, tout le monde se déchire. La droite veut en faire un penseur de droite, patriote, plus patriote que lui tumeur. La gauche veut en faire un antifasciste. Oui, parce que Macron, c'est un léger coup de gueule, puisque Macron l'annonce qu'il va rentrer au Panthéon en 2025.
Et il y a tout un discours un peu publicitaire et obséquieux autour de lui, de contresens. C'est l'auteur, Marc Bloch, qui est un authentique héros, résistant fusillé par la Gestapo en 1944. C'est un grand historien, en fait, spécialiste de l'histoire médiévale et de la France. Son livre le plus connu est un livre polémique, publié en 1946, après sa mort, puisqu'il a été fusillé en 1944-1945, qui est L'étrange défaite. Et ce qui est drôle, c'est que Macron s'approprie des termes qu'il se désigne lui-même, en fait, puisque l'étrange défaite est un constat attristé des défaillances des élites françaises, de la défaillance de l'armée et du renoncement de la société française. Et il y a tout un discours, notamment des héritiers de Marc Bloch, qui sont très tatillons, très sourcilleux de la mémoire de ce grand homme, qui d'ailleurs refuse la présence d'un certain nombre de politiques à la cérémonie. Et effectivement, on a l'impression qu'on veut repeindre un peu Marc Bloch en militant gentillet, à la fois pacifiste, un peu européen, totalement antinational, alors que c'est un contresens total. Moi, j'appelais ça plutôt que l'étrange défaite, l'étrange reset, qui est un terme anglais qui veut dire remise à zéro, réinitialisation. Voilà. Mais alors, il faut lire ses ouvrages. C'est un grand érudit. Il a créé l'histoire des annales historiques. C'est un grand sentimental intuitif, un grand érudit. Il a fait Les Rois thaumaturges, voilà. Et un livre sur la société féodale. La société féodale, grand panorama. La paysannerie, voilà. Et alors effectivement, je pense que le Panthéon est un endroit un peu triste, un peu froid pour lui. Il n'aurait pas beaucoup aimé. Mais c'est un grand héros, un grand intellectuel, un grand héros. Et juste pour terminer, on voudrait dénoncer des gens, parce que lui, il rentre dans la résistance, dans le réseau combat, où au début, il est sous les ordres exclusivement de nationalistes, de royalistes et de gens pas du tout qui seraient considérés comme des extrémistes de droite à l'heure actuelle. Relire éventuellement, juste pour finir, les livres de Simon Epstein et de François-Marin Fleutot sur tous ces gens-là. Voilà. Merci, cher Christophe. Lisez Marc Bloch, lisez le dernier numéro d'Éléments, que vous trouvez en kiosque, que vous trouvez sur Internet. On est partout maintenant, c'est incroyable. Et avec d'autres articles, évidemment, sur Ivan Illich et sur Kubrick notamment. Je vous invite à lire ce numéro. Je vous retrouve dans 2 mois. D'ici là, vous aurez le plaisir de retrouver pour cette année-là notre ami Patrick Luzinski. Je vous souhaite à tous encore une fois une bonne année, chers amis. Bonsoir.